Chapitre 4. Qui est Jane Finn? La journée du lendemain se passa sans incident. Il fallait songer à faire des économies. 40 livres, bien administrés, peuvent durer longtemps. Heureusement, le temps était beau. Et se promener ne coûte rien, décréta Katsu. Le soir, un cinéma modeste fournit une attraction de choix. Le jour de la grande déception avait été un mercredi. Le jeudi, l'annonce parut dans le Times. Le vendredi, on espérait recevoir des lettres. Il était convenu que Tommy irait les chercher et ne les ouvrirait pas lui-même, mais se rendrait au musée où son associé l'attendrait à 10 heures. Katsu fut la première à venir. Elle s'installa sur un siège capitonné de velours rouge et contempla les peintures d'un regard aveugle, jusqu'à ce qu'elle vit apparaître Tommy. « Eh bien ?»« Eh bien ?» répliqua calmement M. Beresford. « Quel est votre tableau préféré ?»« Ne me tourmentez pas. Y a-t-il une réponse ?»« Il n'y a que 2 réponses. »« Tommy, donnez-les-moi vite !» Katsu lui arracha presque des mains les précieuses enveloppes et les examina attentivement. Celle-là est en papier épais. Ça sent riche. Nous l'ouvrirons en dernier lieu. L'autre d'abord. D'un coup de pouce, elle fit sauter l'enveloppe et tira une feuille. Monsieur, en réponse à votre annonce dans le Times, en date d'aujourd'hui, je crois pouvoir vous être de quelques utilités. Veuillez vous présenter chez moi demain à 11 heures du matin, à l'adresse ci-dessous. Recevez, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Monsieur A. Carter, 27 Carshalton Gardens, répéta Katsu. Nous avons le temps d'y aller, même en prenant le métro. Voici mon plan, déclara Tommy. C'est mon tour de prendre l'offensive. Mis en présence de M. Carter, après les salutations d'usage, en réponse à son « Prenez un siège, monsieur », je réponds « Edward Whittington ». Là-dessus, M. Carter devient rouge comme un coq et s'exclame « Combien ?» Empochant les 50 livres d'usage, je vous rejoins dehors et nous nous rendrons à l'adresse suivante pour rejouer la scène. Ne faites pas le clown, Tommy. Vite l'autre lettre. Matin, les Duritz. Cher monsieur, en réponse à votre annonce, je vous prie de venir me voir vers midi. Salutations distinguées. Monsieur Julius P. Hersheimer. Tiens, dit Tommy, est-ce un Allemand ou seulement un millionnaire américain d'origine germanique? Quoi qu'il en soit, allons-y à midi. C'est une heure sympathique. Elle peut amener un déjeuner gratuit. Katsu approuva. Et maintenant, commençons par Carter. Carshalton Terrace présentait une série de maisons aristocratiques. La bonne qui leur ouvrit avait l'air si respectable que Katsu se sentit mal à l'aise. Elle les introduisit dans un petit salon où ne tarda pas à entrer un homme grand, mince, au visage d'oiseau de proie, aux yeux perçants, mais à l'attitude lasse et négligente. « Monsieur Y.A. dit-il, puis il sourit. Son sourire était très attrayant. « Asseyez-vous tous deux. » Ils obéirent. Lui-même s'assit en face de Katsu et lui adressa un sourire encourageant. Néanmoins, il y avait en lui quelque chose qui intimidait la jeune fille. Comme il ne semblait pas enclin à engager l'entretien, elle se vit forcée de commencer. « Nous voudrions savoir, c'est-à-dire seriez-vous assez aimable pour nous dire ce que vous savez de Jane Finn ?» « Jane Finn ?» M. Carter parut réfléchir. « Il s'agit plutôt de savoir ce que vous en savez. » Katsu se redressa. « Là n'est pas la question, monsieur. » M. Carter eut un sourire las. « Vous croyez cela, mademoiselle? Pourtant,
Je vous assure que pour le moment la question est là. Que savez-vous de Jane Finn? Et comme Katsu gardait le silence, voyons. Pour avoir inséré cette annonce, vous devez être au courant de quelque chose. Il se pencha vers elle, persuasif. Dites-le moi. Monsieur Carter exerçait une sorte de magnétisme. Katsu se secoua pour s'en délivrer, et s'adressant à Tommy. Nous n'avons rien à dire, n'est-ce pas, Tommy? Mais à son étonnement, son compagnon ne la soutint pas. Les yeux fixés sur M. Carter, il dit d'une voix singulièrement respectueuse. Le peu que nous savons ne vous sera probablement d'aucune utilité, monsieur. Mais si vous désirez le savoir, nous sommes à votre entière disposition. Tommy! S'écria Katsu. M. Carter fixa le jeune homme d'un air interrogateur. Je vous ai reconnu tout de suite, monsieur. Je vous ai vu au ministère où travaillait mon père. Je vous ai vu aussi au bureau de l'intelligence service. Dès que vous êtes entré, je vous ai reconnu. Monsieur Carter leva la main. Pas de nom, je vous en prie. Je m'appelle ici Monsieur Carter. C'est ici l'appartement de ma cousine. Elle me le prête de temps en temps, quand j'ai besoin de traiter une affaire en dehors du cadre officiel. Alors maintenant, qui de vous deux me racontera l'histoire? Allez-y, Katsu, ordonna Tommy. C'est à vous qu'en revient l'honneur. Allons, mon enfant, déchargez-vous. Docilement, Katsu raconta l'histoire, depuis la formation de la Société des jeunes aventuriers, à responsabilité limitée, jusqu'à leur visite à Carshalton Gardens. M. Carter écouta en silence, de son air las. D'un geste machinal, il passait la main sur sa bouche, comme pour cacher un sourire. Quand elle eut fini, il constata gravement. C'est peu, mais il y a tout de même quelque chose. Vous êtes, permettez-moi de vous le dire, un jeune couple curieux. Qui sait, vous pourriez réussir où d'autres ont échoué. J'ai foi en la chance, moi. Il réfléchit un moment, puis, vous qui voulez des aventures, que diriez-vous d'un travail sous ma direction? Rien d'officiel, bien entendu. Dépenses payées et salaire modeste mais convenable. Katsu le contemplait fasciné, les yeux grands ouverts. Que devrions-nous faire? Ce que vous faites maintenant. Trouver Jane Finn. Mais qui est Jane Finn? M. Carter les regarda gravement. Oui, vous avez le droit de le savoir. Il se rejeta dans son fauteuil, croisa les jambes et commença d'une voix basse et monotone. La diplomatie secrète, qui d'ailleurs est presque toujours de la mauvaise politique, ne vous importe guère. Il vous suffit de savoir qu'à un moment difficile, il y a quelques années, certains documents secrets, traités, contrats, que sais-je, fut élaboré entre l'Amérique et l'Angleterre, signé en Amérique. Ce traité fut confié à un messager spécial nommé Danvers. On espérait que le secret rigoureusement gardé ne transpirerait pas. Ce genre d'espoir n'est jamais assuré. Il se trouve toujours quelqu'un pour trahir. Danvers prit le paquebot, le Pacifique. Il portait le précieux document dans un petit paquet, cousu dans une toile cirée et caché sous sa chemise. Vous vous souvenez du naufrage du Pacifique? Danvers était parmi les naufragés. On retrouva son corps échoué sur le rivage. C'était lui sans aucun doute, mais le paquet avait disparu. Le lui avait-on enlevé, ou il l'avait remis lui-même à quelqu'un d'autre? Certains indices semblaient le prouver. Au moment où l'on faisait descendre les canots de sauvetage, des passagers l'avaient vu parler à une jeune Américaine. Lui remit-il le paquet? Personne n'a pu l'affirmer. Mais pour moi, j'estime fort probable qu'il lui avait confié les papiers, car étant femme, elle avait plus de chances d'être sauvée. S'il en est ainsi, qu'est-elle devenue? Et qu'est-ce qu'elle a fait du document? Plus tard, on apprit que Danvers avait été, tout le long de la route, suivie de près par des espions. Cette fille était-elle du camp adverse? Ou bien au contraire, avait-elle été à son tour espionnée? Et l'avait-on forcée à rendre le paquet précieux?
Nous avons tout fait pour retrouver ses traces. Tâche plus difficile qu'on ne l'aurait cru tout d'abord. Son nom était Jane Finn. Il figurait dans la liste des survivants. Mais la jeune fille avait disparu ensuite. On ne trouva rien dans son passé qui fût capable de nous aider. Elle était orpheline, avait vécu les dernières années dans un collège où d'élève, elle devint institutrice. Puis, ayant obtenu par correspondance une place dans un pensionnat à Paris, on ignore lequel, on lui délivra un passeport. Tous les efforts faits pour retrouver ses traces sont restés vains. Dès qu'elle a mis pied à terre, elle s'est évaporée, comme une fumée. Quant aux documents, on ne s'en est pas servi, comme on aurait pu facilement le faire. Il est donc possible qu'il ait péri. Mais s'il existe encore, si quelqu'un le détient, le danger est immense pour l'Angleterre. Comprenez-moi, la situation a changé. Un traité, utile il y a quelques années, serait désastreux dans les circonstances actuelles, surtout s'il était connu du public. Il compromettrait certains hommes d'État dont la réputation nous est chère. Il pourrait entraîner une nouvelle guerre. Il pourrait... M. Carter s'arrêta un instant, puis continua tranquillement. Vous connaissez certainement, dans une certaine mesure, la propagande communiste qui se fait dans le pays. Eh bien, il existe un homme, un Anglais, dont nous ne connaissons pas le vrai nom, et qui travaille dans l'ombre avec les communistes, pour son propre compte. Les communistes sont derrière tous les troubles actuels. Mais qui est derrière les communistes? Qui est-il? Nous ne le savons pas. Il se fait nommer tout simplement M. Brown. Une chose est certaine, c'est un des hommes les plus géniaux de notre époque. Il est passé maître dans l'art du crime. Nous ne savons pas quel est son but réel, probablement le pouvoir pour lui-même, une sorte de dictature unique en son genre. Nous n'avons aucun indice touchant sa personnalité réelle. Ses propres complices ne savent pas qui il est. Chaque fois que nous tombons sur ses traces, nous le retrouvons dans quelques rôles secondaires. Un autre joue les héros, mais lui reste à l'arrière-plan, dans l'ombre. Quand le drame est fini, il se trouve toujours qu'un modeste employé, ou domestique, ou secrétaire, nommé Brown, a réussi à passer inaperçu de tous. « Oh » Katsu sursauta. « Qu'y a-t-il » Je m'en souviens tout à coup. Dans le bureau de M. Whittington, le clerc se faisait appeler Brown. Peut-être? C'est très probable. Ce qui est curieux, c'est que toujours ce même nom est mentionné. Pouvez-vous me décrire l'individu? J'avoue que je n'ai pas fait attention à lui. Il avait un aspect tellement ordinaire, il ressemblait à tout le monde. Je n'arrive pas à me souvenir de son visage. M. Carter poussa un soupir. Voilà la description invariable qu'on nous donne de M. Brown. Il ressemble à tout le monde. Cet homme qui a du génie n'a pas de visage. Il a remis à Whittington un message téléphonique, dites-vous. C'est le moyen dont il se sert pour donner des ordres à ses inférieurs. Il a sûrement entendu toute votre conversation. Et c'est ensuite que Whittington vous a remis l'argent. Il vous a dit de revenir le lendemain. C'est ça? Katsu fit un signe affirmatif. Oui, sans aucun doute, c'est la main de M. Brown. M. Carter s'arrêta un instant. Vous voyez à qui vous avez affaire? Un des plus grands cerveaux du siècle. Quel malheur qu'il soit un criminel. Je vous dirai franchement que vous vous exposez à un grand danger. Vous êtes bien jeunes tous les deux. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive un malheur. Nous tiendrons le coup, l'assura Katsu. Je la surveillerai, déclara Tommy. C'est moi qui vous surveillerai, rétorqua Katsu blessé de ce ton protecteur. Vous vous surveillerez mutuellement, dit en souriant M. Carter. Mais revenons à nos moutons. Il reste à élucider le mystère de ce document, dont on ne sait ce qu'il est devenu. Existe-t-il? Si oui, où le trouver? Chez lui? On nous a nettement menacé d'en faire usage. L'extrême gauche a déclaré en termes précis qu'il était entre ses mains et qu'elle le publierait à un moment donné. D'autre part, il est évident qu'elle ignore la plus grande partie du texte. Le gouvernement estime que c'est du bluff. Et à tort ou à raison, nie catégoriquement l'existence même du traité.
Je ne suis pas aussi affirmatif. Certaines allusions font supposer que la menace est réelle. C'est comme s'il possédait le document sans pouvoir le lire parce qu'il est chiffré. Il y a donc autre chose. Mais quoi? Jane Finn est peut-être morte depuis longtemps. Pour moi, pourtant, elle est toujours vivante. Ce qui est curieux, c'est qu'ils essayent de nous arracher ce que nous savons d'elle. Comment? Il y a déjà eu des indices. Et votre histoire, petite fille, confirme ma supposition. Ils savent que nous cherchons Jane Finn. Eh bien, ils vont produire une Jane Finn forgée de toutes pièces dans un pensionnat de Paris. Katsu poussa un petit cri et M. Carter sourit. Personne ne sait de quoi elle a l'air. On peut donc produire n'importe qui. On lui fait raconter une histoire imaginaire et on lui donne pour tâche de nous cuisiner, nous, pour avoir des renseignements. Comprenez-vous? Alors, Katsu s'arrêta pour bien se rendre compte de ce qu'elle disait. Alors vous croyez que c'est vraiment sous le nom de Jane Finn qu'il voulait m'envoyer à Paris? Monsieur Carter, avec un sourire encore plus insolent que d'habitude, répondit. J'ai la foi dans les coïncidences miraculeuses. Chapitre 5. Monsieur Julius P. Hersheimer. Vraiment, dit Katsu en recouvrant sa présence d'esprit, on est tenté de croire que c'est le destin. Carter fit un signe affirmatif. Je sais ce que vous entendez par là. Je suis moi-même superstitieux. La chance, et autre chose encore, le destin, semble vous avoir choisi pour conduire cette affaire. Tommy se permit un petit rire. Parbleu, je ne suis plus étonné de la fureur de Whittington quand Katsu lui a donné ce nom. J'aurais éclaté moi-même. Mais je crains, monsieur, que nous ne prenions trop de votre temps. Avez-vous des directives à nous donner? Je ne crois pas. Mes experts qui emploient les méthodes classiques ont échoué. Vous apporterez à la tâche de l'imagination et un esprit ouvert. Ne vous découragez pas en cas de non-succès, mais sachez que la situation est de plus en plus grave. Le gouvernement doit faire face à des menaces de grève générale pour le forcer à des concessions. Ils peuvent faire jouer le document. Je vous le dis, pour que vous sachiez que vous avez peu de temps devant vous et qu'échouer ne sera pas un crime. En tout cas, votre tâche n'est pas facile, c'est tout. Katsu se leva. Puisque nous parlons affaires, monsieur Carter, puis-je vous demander dans quelle mesure nous pouvons compter sur vous? Monsieur Carter étouffa une velléité de sourire et répondit gravement. Des renseignements détaillés sur tous les points, un salaire raisonnable, mais aucun titre officiel. Si vous avez des désagréments avec la police, je ne puis pas vous en tirer officiellement. Vous travaillez pour votre propre compte. Katsu approuva sagement. C'est entendu. Quand j'aurai réfléchi, je vous demanderai certains renseignements. Pour ce qui est de l'argent, oui, Miss Katsu? Vous voudriez que je vous dise combien? Non, pour l'instant, nous avons assez pour vivre. Mais quand il nous en faudra encore, vous en aurez. Oui, mais ce n'est pas pour dire du mal du gouvernement. Seulement, vous savez, s'il faut remplir une fiche bleue et l'envoyer à un bureau, puis 3 mois après recevoir une fiche verte, la renvoyer et ainsi de suite, M. Carter rit franchement. Ne vous tracassez pas, Miss Katsu. Vous m'adresserez une demande personnelle à cette adresse et vous recevrez l'argent par retour de courrier. Quant au salaire, mettons 300 livres par an. Et la même somme, bien entendu, pour M. Beresford. Katsu était radieuse. Que c'est beau, vous êtes trop gentil. J'adore l'argent. Je ferai une comptabilité magnifique de nos dépenses. Le doigt d'un côté et l'avoir de l'autre. Et puis un total exact au bas de la page. Je sais vraiment le faire quand je m'en donne la peine. Je n'en doute pas, Miss Katsu. Allons, au revoir à tous deux, et bonne chance. Il leur serra la main, et 1 minute plus tard, ils descendaient l'escalier, en proie à un tourbillon de pensées et de sentiments. Tommy, dites-moi vite qui est M. Carter. Tommy murmura un nom à son oreille. Oh, s'exclama Katsu impressionné. Et je vous le dis, ma vieille, c'est un chic type. Oh, répéta Katsu. Puis, je l'aime bien, vous savez. Il a l'air si las et si négligent. Et en réalité, on sent qu'il est dur comme de l'acier.
Oh, pincez-moi, Tommy, pincez-moi, je ne peux pas croire que c'est vrai. M. Beresford la pinça obligeamment. Oui, assez, merci. En effet, nous ne rêvons pas. Nous avons du travail. Et quel travail? Les aventures ont vraiment commencé. C'est plus respectable que je m'y attendais, constata Katsu pensive. Heureusement, je n'ai pas soif de crime autant que vous. Quelle heure est-il? Allons déjeuner. Oh! La même idée leur vint subitement à tous deux. Julius Hersheimer. Nous n'en avons point parlé à M. Carter. Il n'y avait pas grand-chose à dire, tant que nous ne l'avons pas vu. Un taxi, vite! N'oubliez pas que les dépenses sont payées. Au Ritz, on les conduisit immédiatement à l'appartement de M. Hersheimer. Une voix impatiente cria. « Entrez !» M. Julius P. Hersheimer était beaucoup plus jeune que ne le croyaient les jeunes aventuriers. C'était à moins de 30 ans. Il était de taille moyenne, menton et épaules carrées, une physionomie batailleuse mais sympathique. C'était des pieds à la tête un pur produit américain. Reçu mon mot? Asseyez-vous et dites-moi ce que vous savez de ma cousine. Votre cousine? Oui, Jane Finn. Vous êtes son cousin? Mon père et sa mère étaient frères et sœurs. Alors vous savez où elle est? Parbleu non, je ne le sais pas. Et M. Hersheimer donna un coup de poing sur la table. C'est même ça qui me fait enrager. Vous savez, vous? Nous avons, dans l'annonce, demandé et non pas proposé des renseignements, dit sévèrement Katsu. Je vous remercie, je sais lire. Mais j'ai cru que vous vouliez peut-être connaître son passé et que vous saviez où elle se trouvait maintenant. Nous voulons bien connaître son passé, dit prudemment Katsu. Mais M. Hersheimer devenait méfiant. Dis donc, nous ne sommes pas dans une île de brigands. Vous n'allez pas exiger de moi une rançon en menaçant de lui couper les oreilles, si je ne cède pas. On est en Angleterre. Et si vous tentez du chantage, j'appelle cet agent qui se promène sur le trottoir. Tommy se hâta de mettre les choses au point. Nous n'avons pas enlevé votre cousine, au contraire, nous voulons la retrouver. Nous sommes payés pour le faire. Et Tommy donna une version prudente de l'histoire, indiquant que Jane Finn avait pu être mêlée à une affaire politique et que Katsu et lui travaillaient en qualité de détective privé et seraient reconnaissants à M. Hersheimer pour tous les détails susceptibles d'activer leurs recherches. Le gentleman américain, réconcilié, approuva. Ça va, j'ai pris la mouche un peu vite. Londres me donne sur les nerfs. Je ne connaissais que mon brave vieux New York. Posez vos questions, j'y répondrai. Cette proposition franche paralysa pour quelques secondes les jeunes aventuriers. Mais Katsu, tâchant de se rappeler les romans policiers qu'elle avait lus, se lança la première. Quand avez-vous vu pour la dernière fois je veux dire votre cousine? Jamais. Vous dites? Je dis que je ne l'ai jamais vue. Mon père et sa mère n'étaient pas toujours d'accord. Et quand ma tante décida d'épouser Amos Finn, qui était maître d'école dans un village, fut à moitié fou de colère. Il déclara que s'il faisait fortune, comme on s'y attendait, elle n'en verrait pas un sou. Pour en finir, tante Jane partit avec son maître d'école et on n'entendit plus parler d'elle. Quant à mon vieux, il fit fortune en effet. Il s'occupa du pétrole, d'acier, de chemin de fer et Wall Street, finit par savoir ce qu'il valait. Puis il mourut et c'est moi qui héritai de ses dollars. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais je me sentis tout à coup pris de remords. Une voix me disait « Et la pauvre tante Jane perdue au fond de la campagne ?» J'étais sûr qu'Amos Finn n'avait pas fait son chemin. Il n'était pas homme à ça. Finalement, je payai un détective pour la retrouver. Pas de chance, elle était morte. Amos Finn était mort et ils avaient laissé une fille, Jane, qui était partie pour Paris. Mais le paquebot avait fait naufrage. Elle avait, paraît-il, été sauvée, mais impossible de la retrouver. Pour presser les choses, je suis venu en Europe moi-même. Je suis allé à la préfecture, à Paris. Rien de bon. On promet de s'occuper de l'affaire, mais je n'ai guère confiance. Ici à Scotland Yard, on m'a reçu très poliment. On a envoyé un bonhomme ce matin pour prendre la photographie de Jane, et je brûle de faire quelque chose. Votre police européenne est trop lente. Du mouvement, que diable!
L'énergie de M. Hersheimer était magnifique. Sa collaboration serait précieuse. Aidez-moi à la retrouver. Travaillons ensemble. En attendant, si nous déjeunions, voulez-vous manger ici ou au restaurant? Katsu opta pour le restaurant, et Julius s'inclina devant sa décision. Les huîtres venaient de faire place à la sole Colbert, quand le chasseur apporta une carte à Hersheimer. Inspecteur Japp, Scotland Yard. Encore un autre. J'ai pourtant dit au premier tout ce que je savais. J'espère qu'ils n'ont pas perdu la photo. L'atelier de ce petit photographe campagnard a été complètement détruit par un incendie, et cette photo est le seul exemplaire qui existe. Il m'a été donné par la directrice du collège. Katsu fut saisi d'une terreur vague. Vous ne savez pas le nom de l'homme qui est venu ce matin? Si, je le sais. Non, je ne le sais plus. Attendez un instant. Je l'ai vu sur sa carte. Ah, ça y est, l'inspecteur Brown. Un type tout à fait ordinaire. Je ne me souviens même pas de son visage. Chapitre 6. Un plan de campagne. Jetons un voile sur les événements de la demi-heure suivante. Il suffit de dire que l'inspecteur Brown était inconnu à Scotland Yard. La photographie de Jane Finn, qui aurait été extrêmement précieuse à la police, était perdue. Une fois de plus, M. Brown avait triomphé. Le résultat immédiat de cet échec fut un rapprochement entre Julius Hersheimer et les jeunes aventuriers. Toutes les barrières s'écroulèrent en un clin d'œil. Ils eurent l'impression d'avoir toujours connu le jeune Américain. Ils abandonnèrent leur version farfelue de détective privé et lui avouèrent leur astucieuse association, qu'il jugea follement excitante. À la fin du récit, il se tourna vers Katsu. J'ai toujours cru, jusqu'ici, que les jeunes Anglaises étaient restées comme au temps de la reine Victoria, douces et bien élevées, mais craignant de faire 2 pas dans la rue sans une gouvernante ou une vieille douairière. Je vois que je ne suis plus à la page. En conséquence de cette amitié soudaine, Tommy et Katsu choisirent pour résidence le Ritz, afin de pouvoir, comme l'expliqua fort bien Katsu, rester en contact étroit avec le seul parent vivant de Jane Finn. De la sorte, confia-t-elle à Tommy, on n'économisera pas là-dessus. Et en effet, on n'économisa pas. Maintenant, dit l'énergique jeune fille, le lendemain de leur installation. Au travail. M. Beresford déposa le Times qu'il était en train de lire et applaudit de toutes ses forces. Là-dessus, son associé le pria poliment de ne pas faire l'idiot. Voyons, Tommy, il faut tout de même mériter l'argent qu'on nous donne. Tommy soupira. Oui, je crains fort que ce brave vieux gouvernement ne nous paye pas un appartement à perpétuité au Ritz, pour rien faire. Donc, il faut élaborer un plan de campagne. Vous êtes simple, comme tous les grands esprits, Katsu, je vous écoute. D'abord, sur quoi pouvons-nous poser des bases? Sur rien, dit gaiement Tommy. Si, sur 2 choses. Katsu leva énergiquement le doigt. Nous avons 2 pistes. Primo, nous connaissons un des leurs, Whittington. Oui, mais il y a une chance sur 1000 pour que vous tombiez sur lui de nouveau. Je n'en suis pas si sûr. Je l'ai souvent remarqué. Quand une coïncidence merveilleuse s'est produite une fois, la série continue. Je crois que c'est une loi naturelle qu'on n'a pas encore définie. En tout cas, vous ne pouvez pas vous mettre au milieu d'une place et attendre qu'il vienne à passer. D'ailleurs, il n'est peut-être plus à Londres. Ça, c'est possible. Mais je crois que la piste numéro 2 a plus de chances d'aboutir. Qu'est-ce au juste? Pas grand-chose. Rien qu'un prénom. Rita. Vous vous souvenez que Whittington l'a prononcé l'autre jour. Vous proposez-vous d'insérer une 3e annonce? On cherche une nommée Rita appartenant à une bande d'escrocs. J'essaie de raisonner logiquement. Danvers, le messager américain, a été espionné sur le paquebot, a dit Carter. Il est probable qu'il l'a été par une femme. Je ne vois pas du tout pourquoi. Je suis absolument certaine que c'était une femme, et même une jolie femme, répondit tranquillement Katsu. Je m'incline devant votre science, murmura M. Beresford.
Il est évident que cette femme, quelle qu'elle soit, a été sauvée. Pourquoi? Parce que si elle s'était noyée, comment aurait-il su que Jane Finn avait les papiers? Bravo! Continuez, Sherlock. Il y a une chance sur 100, je l'admets, que cette femme ait été Rita. Et s'il en est ainsi, nous devons étudier la liste des survivants du naufrage jusqu'à ce que nous la trouvions. Alors il s'agit en premier lieu d'avoir ce document. Je l'ai. J'ai envoyé à M. Carter une longue liste de renseignements que je voulais avoir. Et j'ai reçu ce matin sa réponse, avec entre autres une liste officielle de survivants du naufrage. Que dites-vous de cette extraordinaire petite Katsu? 10 de talent, 0 de modestie. Mais y a-t-il une Rita sur la liste? Je n'en sais rien. Presque toutes les dames sont désignées simplement par Miss ou Madame, sans le prénom. Voilà qui complique la situation. Katsu se secoua à la manière d'un fox terrier. Nous n'avons qu'à retrouver leurs prénoms, un à un. Commençons par celles qui habitent Londres ou la banlieue. Notez les adresses pendant que je mets mon chapeau. 5 minutes plus tard, le jeune couple roulait en taxi vers les Lauriers. Glendower Road, 7, résidence de Madame Edgar Keith, qui figurait en tête de liste des 7 noms. Au moment où Katsu allait sonner à la porte des Lauriers, Tommy arrêta sa main. Que diriez-vous? Ce que je dirais? Mon Dieu, oh Tommy, je n'y ai pas songé, c'est embarrassant. Eh bien, c'est ce que je pensais, dit Tommy avec satisfaction. Comme c'est féminin, aucune prévoyance. Voyons maintenant comment un homme fort maîtrise la situation. Il sonna et Katsu s'éloigna discrètement de quelques pas. Une servante mal peignée ouvrit la porte. « Bonjour, dit-il gaiement. Conseil municipal. Nouveau recensement des électeurs. C'est bien ici, Madame Edgar Keith. »« Oui, monsieur, répondit la servante. Prénom? Le prénom de madame? Eleanor Jane. Eleanor, épela Tommy. A-t-elle des fils ou des filles majeures? Non, monsieur. Parfait, je vous remercie. Bonjour. Alors c'est pas vous qui venez pour le gaz? Lança la servante en claquant la porte. Tommy rejoignit sa complice. Vous voyez, Katsu, un jeu d'enfant pour un esprit fort. Cette fois, vous m'avez vaincu, je l'avoue. Je ne l'aurais jamais pensé. Le plus beau, c'est qu'on peut renouveler le truc 7 fois. Ils déjeunèrent d'un beefsteak et de frites dans une petite gargote de banlieue. Ils avaient découvert une Gladys, une Marie et une Marjorie. Cette dernière était partie sans laisser d'adresse. La quatrième, Slady, leur fit une conférence sur le suffrage universel. Ah, fit Tommy en avalant son dernier boc. Où allons-nous maintenant? Katsu s'empara du carnet. Madame Vandermeyer, 20 South Audley Mansions. Miss Wheeler, 43 Clappington Road, Battersea. Cette dernière est désignée dans la liste comme femme de chambre. Il est peu probable que ce soit elle. Va pour la première. Tommy, je commence à perdre courage. Tête haute, ma vieille. Nous savions bien qu'il y avait une chance sur 100. D'ailleurs, il nous reste celle des passagères qui habitent la province, l'Irlande, l'Écosse et l'étranger. Nous avons devant nous de beaux voyages. C'est vrai, dépenses payées. Mais j'aime tant que les choses arrivent vite. Jusqu'à présent, ça a marché comme sur des roulettes. Mais cette matinée est d'une monotonie effrayante. Vous avez une soif exagérée des sensations vulgaires, Miss Katsu. Souvenez-vous que nous devrions nous réjouir d'être encore vivants. Selon toutes les règles de l'art, nous aurions dû être poignardés dans les ténèbres par le mystérieux M. Brown. Jolie phrase, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus littéraire. Vous êtes encore plus vaniteux que moi, et votre orgueil est beaucoup moins justifié. Mais il est certainement étrange que M. Brown ne nous ait pas encore poursuivis de sa ténébreuse vengeance. Vous voyez que moi aussi je sais faire de la littérature. Peut-être ne juge-t-il pas nécessaire de faire attention à nous. Ah, il croit ça. Eh bien, il verra. Les South Audley Mansions étaient situés près de Park Lane. Tommy, déjà exercé dans son métier de recenseur, posa négligemment sa question à la femme âgée. «
ressemblant à une gouvernante plutôt qu'à une domestique qui avait ouvert la porte. Le prénom? Margaret. Tommy épela. Mais l'autre l'interrompit. Non, Marguerite, le nom français. Très bien. Tommy hésita un instant, puis, audacieusement, nous l'avions sur notre liste sous le nom de Rita Vandermeyer. Est-ce inexact? Son vrai nom est Marguerite, monsieur, mais en général on l'appelle Rita. Merci, c'est tout. Bonjour, madame. À peine capable de cacher son émotion, Tommy dégringola l'escalier. Katsu l'attendait sur la plateforme du premier étage. Vous avez entendu? Oui, oh Tommy. Tommy lui serra les bras de toutes ses forces. Je sais, mon petit, je sens la même chose. Oh, que c'est beau d'imaginer des choses et puis de les voir se réaliser, s'écria Katsu avec enthousiasme. Ils étaient en bas dans le hall de la maison. Au-dessus, on entendait des pas et un bruit de voix. Soudain, à la surprise de Tommy, Katsu l'entraîna dans un coin obscur derrière l'ascenseur. Que diable? Chut! 2 hommes descendirent l'escalier et sortirent. Katsu poussa nerveusement Tommy. Vite, suivez-les. Je n'ose pas. Ils me reconnaîtraient. Je ne sais pas qui est l'autre, mais le grand, c'est Whittington. Chapitre 7. La maison de Soho. Whittington et son compagnon marchaient rapidement. Tommy aurait pu les rejoindre en quelques enjambées, mais il jugea plus prudent de se tenir à une certaine distance, d'autant plus que le quartier n'était guère peuplé. Ce sport était tout nouveau pour lui. Bien qu'il le connût par les livres, il lui apparut dans la réalité plein de difficultés. Si par exemple il appelait un taxi, dans les livres on sautait vite dans un autre. On promettait un pourboire au chauffeur et en avant. Mais dans ces rues désertes, il n'y avait pas de deuxième taxi. Et courir après une auto. À cet instant, une voiture libre apparut au coin. Tommy sentit son cœur s'arrêter de battre. Lui ferait-il signe? Il poussa un soupir de soulagement en voyant les 2 hommes n'y prêter aucune attention. Ils se dirigeaient vers Oxford Street. Peu à peu, l'aspect des rues changeait. Elles étaient plus animées, plus bruyantes, et Tommy se rapprocha des 2 hommes. Il était impossible qu'ils le remarquassent dans la foule. Arrivés au métro de Bond Street, ils traversèrent la rue, Tommy sur leurs talons, et entrèrent dans un restaurant. Ils montèrent au premier étage et s'assirent à une petite table près de la fenêtre. Tommy prit place derrière Whittington, craignant d'être reconnu. En revanche, il pouvait à loisir étudier le second personnage. Il était blond, maigre, âgé d'une 50aine d'années, avec un visage doucereux et antipathique. Le type polonais ou russe, en tout cas slave. Ayant déjà déjeuné, Tommy commanda pour la forme un Welsh rarebit et un café noir. Whittington et son compagnon déjeunèrent avec appétit. Quand le garçon sortit, Whittington, rapprochant sa chaise de la table, parla, à voix basse, à son compagnon. Tommy tendait l'oreille tant qu'il pouvait, mais seuls lui parvenèrent des bribes isolées. Gouvernement, propagande. Le bruit des voix dans la pièce s'étant calmé un instant, il entendit toute une phrase. C'était Whittington qui parlait. « Mon cher Boris, vous ne connaissez pas Flossie. Elle est merveilleuse. Un commissaire de police jugerait qu'elle est sa mère. Elle contrefait admirablement la voix. Et c'est ce qui importe le plus. » Tommy n'entendit pas la réponse de Boris, mais Whittington répliqua. Bien entendu, uniquement en cas de nécessité urgente. Puis, il reperdit le fil. Mais voici que les paroles, tout d'un coup, lui parvinrent plus distinctes. Peut-être parce que les autres avaient peu à peu élevé la voix, ou que son oreille s'était accoutumée. Il perçut 2 mots qui le firent sursauter. Monsieur Brown. Whittington semblait renfrogner, mais l'autre riait. Et pourquoi pas, mon ami? C'est un nom des plus respectables, des plus usités. N'est-ce pas pour cela qu'il l'a choisi? Ah, j'aimerais bien le rencontrer, ce monsieur Brown. Qui sait? Vous l'avez peut-être déjà vu, sans savoir que c'était lui. Bah, je pense quelquefois que c'est une fable pour la police, inventée par l'organisation.
Ou serait-ce vrai, par hasard? Est-il avec nous, parmi nous, inconnu de tous, sauf de quelques rares élus? Dans ce cas, son secret est bien gardé. Nous ne savons rien. Nous regardons. Un de nous est M. Brown. Il ordonne, mais il sert en même temps. Parmi nous, un des nôtres, et nul ne connaît son visage. Whittington est là un taxi. Heureusement, dans ce quartier, il pullulait. Suivez cette voiture, ordonna le jeune homme à un chauffeur docile. Ne la perdez pas de vue. Le chauffeur, un homme âgé, ne manifesta aucun intérêt. Le voyage se passa sans incident. Le taxi de Tommy s'arrêta tout près de celui de Whittington, derrière la gare de Waterloo. Tommy le suivit jusqu'au guichet. Il prit un ticket de première classe pour Bournemouth. Tommy également. En sortant, Boris remarqua, regardant l'heure. « Vous avez le temps? Encore une demi-heure. » Ces mots suggérèrent une idée nouvelle à Tommy. Il était évident que Whittington partait seul, tandis que Boris restait à Londres. Il devait donc choisir entre les deux. Il ne pouvait suivre les deux, à moins que... Comme Boris, il regarda l'heure. Le train pour Bournemouth était à 3h30. Il était déjà 3h10. Whittington et Boris se promenaient de long en large devant le kiosque aux livres. Il leur jeta un regard, puis s'élança vers la cabine du taxiphone. Il n'osa pas perdre des minutes précieuses en essayant de joindre Katsu, qui était probablement encore dans le voisinage de South Audley Mansions. Mais il restait encore un allié. Il demanda le Ritz, M. Julius Hersheimer. Un déclic. Si seulement le jeune Américain était là. Nouveau déclic, suivi d'un « hello » prononcé avec le plus bel accent américain. « C'est vous, Hersheimer? Ici Beresford. Je suis à la gare de Waterloo. J'ai suivi Whittington et un autre. Pas le temps d'expliquer. Whittington part pour Bournemouth par le train de 3h30. Pouvez-vous venir avant ?» La réponse fut rassurante. « Ne vous inquiétez pas, je me débrouillerai. » Tommy avait une grande confiance en la capacité de Julius Hersheimer. Il replaça le récepteur avec un soupir de soulagement. Il sentait instinctivement que l'Américain arriverait à temps. Whittington et Boris étaient toujours devant le kiosque. Si Boris restait jusqu'au bout, tout irait bien. Puis Tommy, pensif, vérifia le contenu de son portefeuille. Bien qu'il eût carte blanche, il n'avait pas encore pris l'habitude de porter sur lui une somme considérable. Après avoir pris un ticket de première pour Bournemouth, il n'avait plus que quelques shillings. Il espérait que Julius serait mieux approvisionné. Entre-temps, les minutes passaient. 3h15, 3h20, 3h25, 3h27. Et si Julius n'arrivait pas? 3h29. Les portes claquaient. Tommy sentit une vague de désespoir l'envahir. Soudain, une main agrippa son épaule. « Me voilà, mon vieux, embouteillage plus qu'à New York. Où sont les canailles? » « Voilà, Whittington, tenez ce grand brin. C'est lui que vous devez filer. Avez-vous de l'argent sur vous? » Julius secoua négativement la tête. Et Tommy fit un geste de désolation. « Je crois que je n'ai plus que 300 ou 400 dollars, expliqua l'Américain. Tommy poussa un « wouh » de soulagement. « Bon Dieu, vous autres millionnaires, vous parlez une autre langue. Vite, entrez dans le compartiment. Voilà votre ticket, ne perdez pas Whittington. » « Malheur à lui, dit tragiquement Julius. Le train partait quand il grimpa sur le marchepied. « À bientôt, Tommy. » Boris longeait lentement le quai. Tommy le laissa passer et continua sa poursuite. Devant la gare, Boris prit le métro. Étant descendu à Piccadilly, il se dirigea vers Soho. Tommy le suivit à une certaine distance. Arrivé à un petit square poussiéreux, entouré de maisons sales et délabrées, à l'aspect sinistre, Boris s'arrêta. Tommy se retira dans l'ombre d'une porte cochère. La place était presque entièrement déserte. C'était un cul-de-sac. Par conséquent, il n'y avait pas de voiture. L'homme monta les marches d'une maison particulièrement rébarbative et frappa à la porte d'une certaine manière. On ouvrit promptement. Il dit un ou deux mots et passa. On ferma la porte. C'est alors que Tommy perdit la tête. Ce qu'il aurait dû faire,
Ce qu'aurait fait un homme tout à fait normal à sa place, c'était de rester où il était, à attendre patiemment que l'autre sortît. Ce qu'il fit était au contraire au bon sens, qui le caractérisait d'ordinaire. Quelque chose, comme il l'exprima, se déclencha dans son cerveau. Sans s'arrêter un instant pour réfléchir, il monta les marches et frappa la porte, de la même manière que Boris. La porte s'ouvrit avec la même rapidité qu'auparavant. Un homme à la physionomie de bandit parut sur le seuil. « Eh bien, grogna-t-il. » C'est à cet instant que Tommy se rendit compte de sa folie, mais il n'osa pas hésiter et lança les premiers mots qui lui vinrent à l'esprit. « Monsieur Brown ?» dit-il. À sa surprise, l'homme le laissa entrer. « Premier étage, dit-il, levant le pouce par-dessus l'épaule. Deuxième porte à gauche. » Chapitre 8. Les aventures de Tommy. Bien qu'ébahi par les paroles de l'homme, Tommy n'hésita pas. Puisque son audace avait réussi à le mener si loin, il espérait qu'elle le mènerait plus loin encore. Il entra tranquillement et monta l'escalier délabré. Tout dans la maison était d'une saleté inexprimable. Les tentures, d'une couleur qu'on n'arrivait pas à définir, pendaient en lambeaux. Dans tous les coins régnaient des toiles d'araignée. Tommy montait à pas lents. En arrivant au premier étage, il entendit l'homme, en bas, refermer une porte. Jusqu'à présent, évidemment, on ne le soupçonnait pas. Entrer dans la maison et demander M. Brown paraissait tout naturel. Sur le palier, Tommy s'arrêta pour élaborer son plan. En face de lui se trouvait un couloir étroit avec des portes des deux côtés. À gauche, un bruit de voix étouffée lui parvenait. C'est là qu'on lui avait dit d'entrer. Mais ce qui le fascina dès l'abord, ce fut une sorte de niche sur la droite. À moitié cachée par un rideau de velours rouge déchiré, elle était juste en face de la porte de gauche et se trouvant à l'angle, laissait voir également le haut de l'escalier. Cette niche était près de 2 pieds de profondeur et près de 3 pieds de large et représentait une cachette idéale pour 1 ou même 2 hommes. Elle attirait Tommy. Réfléchissant lentement et posément, suivant son habitude, il en vint à conclure que M. Brown ne représentait pas un individu habitant la maison, mais un mot de passe pour la bande. La chance l'avait favorisé, au point de le faire admettre sans soupçon. Mais il fallait qu'il se décidât vite. Comment procéder maintenant? Pénétrerait-il hardiment à gauche? On exigerait sûrement un autre mot de passe, ou peut-être un document d'identité. De toute évidence, le concierge ne connaissait pas de vue tous les membres de la bande. Mais en haut, il pouvait en être autrement. Jusqu'ici, la chance l'avait favorisé, mais il ne fallait pas abuser. Entrer serait un trop grand risque. Un coup frappé à la porte d'en bas décida Tommy, qui se glissa rapidement dans la niche, ramenant prudemment sur lui le rideau de velours qui le dissimulait complètement à tous les regards. Il y avait dans le tissu des petites déchirures qui lui permettaient de voir au travers. Il observerait ce qui se passerait, et finalement, il pourrait à un moment donné rejoindre les autres, en prenant exemple sur eux, qui entreraient avant lui. L'homme qui montait l'escalier d'un pas furtif était absolument inconnu à Tommy. Il appartenait, selon toute apparence, au bas-fond de la société. Sourcils bas, mâchoire criminelle, la bestialité du type l'aurait fait reconnaître en un clin d'œil par les policiers de Scotland Yard. L'homme passa devant la niche, s'arrêta en face de la deuxième porte à gauche et frappa de la même façon qu'à la première porte. Une voix à l'intérieur jeta un mot que Tommy ne perçut pas. Alors l'homme ouvrit la porte et entra. Un instant, Tommy vit l'intérieur de la pièce, une grande table autour de laquelle étaient assises 4 ou 5 personnes. Un homme d'âge moyen, au regard perçant, avec une petite barbiche pointue, présidait l'assemblée. À l'entrée du nouveau venu, il demanda « Votre numéro ?»« 14, répondit l'autre d'une voix rauque. « C'est exact. » La porte se referma. « J'ai de la chance de ne pas être entré, pensa Tommy. Si j'avais donné un numéro inexact, ça aurait été fait de moi. Tiens, voilà qu'on frappe de nouveau. Cette fois, c'était un homme élégant, au visage vif et spirituel, qui parut familier à Tommy.
sans qu'il pût se rappeler où il l'avait vue. La même procédure se répéta et la porte fut refermée. Puis ce fut immédiatement après un autre individu, d'apparence discrète aux habits usés, le type de l'employé de bureau. Ensuite, il y eut une longue attente. Tommy était presque prêt à sortir, croyant que l'assemblée était au complet, quand un nouveau coup frappé à la porte d'en bas l'obligea à se retirer précipitamment dans sa cachette. Le dernier venu était monté si doucement que Tommy ne se rendit compte de sa présence que lorsqu'il passa devant la niche. C'était un homme de petite taille, pâle, aux pommettes saillantes, au regard si perçant que Tommy frémit, craignant d'être découvert. Quand après avoir frappé, il parut sur le seuil de la pièce, le président se leva et alla au-devant de lui. « C'est un grand honneur que vous nous faites. Nous craignions que ce ne fût impossible. » L'autre, d'une voix basse et sifflante, répondit. « Il y a eu quelques difficultés. Désormais, ce ne sera plus possible. Mais il fallait se voir et se parler une fois, pour convenir définitivement de nos projets. Je vois que dans ce pays, je ne puis rien faire sans M. Brown. Est-il ici ?» Le président, d'une voix troublée, répondit. « Nous avons reçu un message. Il ne peut assister à l'assemblée en personne. » Il s'arrêta, laissant la phrase inachevée. L'autre sourit doucement et regarda les visages tendus autour de lui. « Ah oui, je comprends. J'ai entendu parler de ses méthodes. Il travaille dans l'ombre sans se confier à qui que ce soit. Il est peut-être parmi nous en ce moment. » Il jeta un nouveau regard circulaire sur l'assemblée, qui semblait en proie à une inquiétude indéfinissable. Chacun regardait du coin de l'œil son voisin avec une expression angoissée. Le nouveau venu se redressa. « Qu'il en soit ainsi, commençons. Veuillez vous asseoir près de moi. Numéro 1, dit respectueusement le président en lui indiquant la place d'honneur. Et vous, numéro 14, refermez la porte. » Tout retomba dans le silence. Tommy, de nouveau, n'avait en face de lui que les battants de la porte. Les voix ne lui parvenaient que comme un murmure indistinct. Le passage était désert, personne ne venait. Tommy se pencha, enleva ses souliers, s'approcha de la porte sur la pointe des pieds déchaussés, s'agenouilla et approcha son oreille de la serrure. À son grand chagrin, il ne distingua guère plus qu'auparavant. Quelques bribes de ci et de là, mais pas de phrase complète. Il effleura la poignée de la porte. Pourrait-il la tourner peu à peu si doucement et si imperceptiblement que personne dans la pièce ne s'en aperçut? Très lentement, à la vitesse d'1 millimètre par seconde, retenant son souffle, il se mit en devoir d'agir. Encore un peu, encore. Cela ne finirait-il donc jamais? Ah, enfin! La poignée s'immobilisait. Il attendit 1 minute, puis après avoir respiré profondément, pressa très légèrement. La porte ne céda pas. Tommy était ennuyé. S'il appuyait plus fort, on l'entendrait. Il attendit que les voix s'élevassent et essaya de nouveau. Rien. Diable de poignée. Il redoubla de force. Toujours rien. Poussé à bout, il tira franchement sur la poignée, mais la porte resta fermée. Et finalement, il devina la vérité. La porte était fermée à clé de l'intérieur. Sacré gredin, pensa Tommy. Quand son indignation fut tombée quelque peu, il se demanda comment faire face à la situation. Premièrement, il fallait remettre la poignée à sa place. S'il la relâchait tout d'un coup, on s'en apercevrait sûrement. Donc, avec la même circonspection, il refit le travail. Tout se passa bien. Avec un soupir de soulagement, le jeune homme se leva. Tenace comme un bulldog, Tommy était lent à s'avouer vaincu. Paralysé pour l'instant, il était loin d'abandonner le combat. Il tenait à entendre ce qui se passait dans la pièce fermée. Puisqu'un plan avait échoué, il fallait en trouver un autre. Il regarda autour de lui. Un peu plus loin, à gauche, il vit une deuxième porte. Il s'en approcha silencieusement, écouta un instant, puis essaya la poignée. Elle céda, et il entra dans la pièce vide. C'était une chambre à coucher, encore plus sale que le reste de la maison. Mais ce qui intéressait Tommy, c'était précisément ce qu'il avait espéré trouver, une porte de communication entre les deux pièces.
À gauche de la fenêtre, fermant soigneusement la porte qui donnait sur le couloir, il examina l'autre. Elle était couverte de poussière et semblait ne pas avoir servi depuis quelque temps. S'agenouillant, Tommy répéta la manœuvre avec la poignée. Cette fois, victorieusement, la porte s'entr'ouvrit, assez pour qu'il pût écouter. Un rideau de velours de l'autre côté empêchait de voir, mais non pas d'entendre. Une voix à l'accent irlandais disait « Tout cela est fort bien, mais il nous faut de l'argent. Sans argent, il n'a rien à faire. » Une autre voix, Tommy crut distinguer celle de Boris, répliqua « Si vous avez de l'argent, nous garantissez-vous les résultats ?»« Oui, une ère de terreur telle qu'on n'en a jamais connue. » Après un silence, la voix sifflante du numéro 1 se fit entendre. « C'est bien, vous aurez l'argent. » Quant à l'emprunt au journal anglais, Boris arrangea l'affaire. La voix métallique du président annonça « Je suis chargé par M. Brown de vous soumettre les rapports des différentes corporations. Celui des mineurs est parfait. » Il y eut un long silence. On n'entendait que le froissement du papier. « Et la date, mon ami ?» demanda le numéro 1. « Le 29. » « C'est un peu tôt. » « En effet, mais les leaders de la gauche ont fixé cette date. Et nous ne pouvons pas trop protester. Ils doivent se croire indépendants. Il ne faut pas qu'ils se doutent que nous nous servons d'eux dans notre seul intérêt. Ils sont honnêtes. C'est une chose étrange. Mais on ne peut pas faire une révolution sans hommes honnêtes. On s'en débarrasse après, répliqua le numéro 1. En attendant, il faut se débarrasser de Klims. Il devient trop perspicace. Le numéro 14 s'en occupera. Une voix rauque répondit « All right. Et si je suis pris, vous aurez le plus grand avocat d'Angleterre pour vous défendre, quoi qu'il en soit. Vous porterez des gants avec les empreintes digitales d'un voleur connu. Vous n'avez rien à craindre. Je ne crains rien, puisque c'est pour la cause. » Et avec une sombre satisfaction, « Le sang coulera dans les rues. J'en rêve quelquefois. Les perles et les diamants rouleront dans les gouttières. Les ramassera qui voudra. » Le numéro 1 reprit la parole. « Donc tout va bien. Nous sommes sûrs du succès, n'est-ce pas ?»« Je le crois. » Mais la voix du président manquait d'assurance. « Il y a une difficulté. »« Laquelle ?» siffla le numéro 1. « Les leaders modérés, précisément. Ils constituent même la majorité et ils refusent de marcher le 29, à moins que l'opinion publique ne soit entièrement de leur côté. Autrement, ils préfèrent un compromis avec le gouvernement. » Mais je croyais, la voix du numéro 1 était acérée comme la pointe d'un poignard, qu'il y avait un certain document assurant le succès. En effet, si ce document était soumis au leader, les résultats seraient immédiats. Il le publierait dans toute l'Angleterre et proclamerait la révolution. Le gouvernement serait définitivement vaincu. Alors, que nous manque-t-il ? Le document lui-même. Comment ? Vous ne l'avez pas ? Mais vous savez où il est ? Non. Quelqu'un le sait-il ? Une personne, peut-être. Mais nous n'en sommes pas sûrs. Qui est cette personne ? Une jeune fille. Tommy retint son souffle. Une femme ? La voix du numéro 1 se fit méprisante. Et vous ne l'avez pas encore fait parler ? Il y a des moyens de faire parler une femme. C'est un cas particulier, grommela le président. Particulier ? Comment cela ? Il s'arrêta un instant, puis... Où est-elle maintenant ? Cette femme ? Elle est... Mais Tommy n'entendit plus rien. Un coup de poing formidable s'abattit sur sa tête, et tout s'évanouit dans les ténèbres.